Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être venu, d'être présent pour clôturer cette journée d'échange-réflexion sur la lutte contre les paradis fiscaux. On veut tous voir dans le signe de votre présence et de votre participation le signe d'un engagement fort du gouvernement sur cette question. On espère que ça va durer. On parlait de réveil tout à l'heure. On espère que ça va rester un élan fort avec des avancées concrètes dans le contexte actuel. Alors, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui. Je m'en excuse pour les gens qui ont assisté à l'ensemble de la journée, mais pour vous faire un retour sur les points saillants des discussions de la journée. Donc d'abord pour dire que tous les intervenants de cette journée, qui sont des spécialistes de la lutte contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, l'opacité financière, s'accordent à dire que nous vivons en 2013 une année extraordinaire avec une fenêtre d'opportunité inédite pour mener cette bataille. Donc je ne vous cache pas qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans la salle à certains moments sur un certain nombre de propositions et ce qui pourrait éventuellement encore aujourd'hui ne pas aller assez loin dans les propositions actuelles. Donc on a un vrai défi, c'est une obligation de réussite, je pense, pour le gouvernement, pour restaurer la confiance des citoyens et satisfaire leurs attentes devant l'indignation qui ne fait que croître face au scandale de l'évasion fiscale qui est pratiqué par les grandes entreprises multinationales, mais aussi les riches particuliers, dans un contexte de crise, de raréfaction des ressources publiques. Pour les ONG, aussi les organisations de développement que nous sommes, c'est aussi un défi pour répondre aux besoins des populations pauvres des pays en développement, qui sont victimes d'un véritable pillage de leurs ressources. Et donc c'est le moteur de l'engagement d'un grand nombre des organisations de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires. Et on a vraiment ce souci que les réponses qui soient apportées aujourd'hui dans cette bataille et cette mobilisation internationale puissent également bénéficier aux pays en développement, et qu'on ne cherche pas simplement à recollecter les recettes qui nous manquent aujourd'hui en France ou en Europe, mais qu'on pense des solutions globales pour des réponses plus justes à l'échelle internationale. Donc les organisations de la société civile qui sont mobilisées maintenant depuis près de 10 ans sur ces questions se félicitent des grandes déclarations, notamment par les mesures annoncées par François Hollande le 10 avril dernier, qui reprennent en partie les propositions travaillées de longue date par la société civile, notamment la transparence pays par pays pour tous les secteurs d'activité, la fin des sociétés écrans, notamment les trusts, l'échange automatique d'informations, le renforcement des sanctions, etc. Alors, par contre, on reste un peu sur notre faim par rapport à l'agenda de la mise en œuvre de certaines mesures, parce qu'on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses, trop de choses qui sont renvoyées au niveau européen ou au niveau international. Pour nous, les plus grandes avancées qui ont eu lieu récemment sont le fruit de décisions unilatérales, alors des États-Unis par exemple pour la loi FATCA, mais de la France pour la transparence pays par pays dans le domaine bancaire. Donc, on l'a rappelé plusieurs fois dans la journée, mais c'est quand même venu d'une mobilisation des régions françaises qui ont voté en 2010 des délibérations dans ce sens-là pour demander plus de transparence de la part de leurs banques. Il y a 18 régions françaises qui avaient pris des engagements, et c'est devenu une loi nationale et ça a débouché sur un accord européen. Donc pour nous, il y a vraiment matière à construire des politiques exemplaires au niveau national pour ensuite pouvoir convaincre nos partenaires européens ou internationaux de l'utilité et de l'efficacité de ces mesures. Donc voilà, comptez sur nous pour mettre notre expertise au service de l'administration et de tous les parlementaires, ce qu'on fait, parce qu'on est souvent mobilisés et sollicités pour des auditions et apporter nos éclairages sur les projets de loi. Mais nous serons aussi très vigilants sur la mise en œuvre effective des mesures qui ont été annoncées, et nous réalisons ce travail de suivi. Donc aujourd'hui, nos échanges ont permis de dégager un certain nombre de pistes d'action concrètes sur lesquelles les parlementaires d'ailleurs qui étaient présents dans la table ronde précédente ont pris des engagements et se sont en général déclarés assez favorables aux propositions de la société civile, donc sur lesquelles nous voudrions avoir vos réponses.
Alors la première chose, et ça ne vous surprendra pas, le point qui a peut-être généré le plus d'émotions dans cette salle aujourd'hui, c'est la question de mettre fin au monopole de Bercy dans le déclenchement des poursuites judiciaires pour fraude fiscale. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont vu le reportage de Cash Investigation cette semaine et qui ont entendu les explications de ce directeur financier qui nous explique comment ça se mène dans des transactions et des négociations discrètes pour négocier l'impôt et le redressement qui sera effectué sur des cas de très grandes entreprises. Donc il y a des arguments très convaincants qui ont été développés. Déjà des arguments techniques sur la nécessité de transmettre à la justice pour pouvoir mener des investigations plus poussées dans un certain nombre de cas de fraude complexe. Il y a des exemples qui ont été donnés sur la fraude au quota carbone, sur les carousels de TVA, sur les logiciels frauduleux, etc. Et puis une question politique pour restaurer la confiance des Français et mettre fin aux soupçons sur le fait d'avoir un traitement à deux vitesses des grands fraudeurs qui pourraient avoir des capacités de négociation et des petits fraudeurs qui, eux, sont punis plus sévèrement. Et le représentant de l'administration fiscale qui était là disait que c'était aussi du devoir de l'administration fiscale de prévenir, de jouer un rôle de prévention et donc d'avoir non seulement des sanctions administratives fortes et efficaces pour récupérer de l'impôt, collecter de l'impôt, mais aussi des sanctions exemplaires pour pouvoir prévenir la récidive de ce genre de comportement. Ensuite, nous avons beaucoup parlé de la transparence comptable pays par pays pour l'ensemble des entreprises en France, puisque c'est la proposition du président de la République. Nous sommes un petit peu déçus de la décision qui a été prise pour son extension de la conditionner à une mise en œuvre au niveau européen. Et là encore, dans le même reportage Cash Investigation, on a entendu la réponse du président de la République sur la subvention accordée à Amazon dans le cadre de son implantation en Bourgogne, alors même que Amazon fait l'objet d'un redressement fiscal important. Et donc il nous semble qu'au moins pour les entreprises qui bénéficient d'aide de l'État ou de marchés publics, on pourrait exiger en contrepartie cette transparence pays par pays dès maintenant au niveau français, même si on travaillera avec nos collègues européens pour que ça puisse être dupliqué rapidement au niveau européen. On a parlé, ça vous a été dit par les députés qui étaient présents, de la mise en place d'une règle FATCA au niveau français pour pouvoir avoir une règle similaire au niveau européen, pour aller plus vite que la mise en place d'un standard d'échange d'informations automatique au niveau international et obtenir dès maintenant de la part de tous les établissements financiers du monde entier des informations sur nos contribuables et les comptes qu'ils ont à l'étranger. On a aussi parlé de la création d'un registre national public des trusts et autres structures juridiques opaques en France. Alors c'est surtout pour pouvoir ensuite encourager nos voisins britanniques de faire de même et nos autres voisins européens. Il a aussi été question des moyens de l'administration fiscale, des moyens de la justice, notamment parce qu'un vérificateur des impôts est quelqu'un de très rentable. Ce serait à peu près 2,3 millions d'euros par an de redressement opéré. Donc il nous semble que c'est important d'investir dans cette profession et dans sa formation. Et puis on a parlé de l'influence que la France pouvait avoir sur certains territoires qui sont des paradis fiscaux sous notre dépendance politique, notamment Monaco, et de la possibilité de faire une liste noire cette année de paradis fiscaux en France, dans laquelle nous mettrions les pays qui refusent l'échange automatique d'informations comme un nouveau standard. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Bien, merci à toutes et toutes pour votre accueil. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu participer à vos travaux, mais les journées sont extrêmement denses dans cette période de l'année où on est en élaboration de la loi de finances pour 2014, avec de nombreuses réunions interministérielles, de nombreuses rencontres de préparation de ces échéances budgétaires. Et donc, je le regrette, mais je ne dois me contenter que du compte-rendu de vos travaux, mais qui témoignent déjà de la grande richesse des échanges qui sont intervenus aujourd'hui. Comme toujours, lorsqu'un membre du gouvernement se rend à la conclusion d'un colloque, on lui prépare une intervention. Elle est là. Je vous la montre.
Et je vais me proposer, si vous en êtes d'accord, de ne pas vous la lire, parce que elle est de bonne qualité, elle a été préparée par les conseillers du cabinet qui sont de très beaux esprits, mais comme vous avez placé cet échange sur la modalité de la spontanéité, vous posez des questions qui sont le résultat de vos réflexions, je ne vais pas me mettre à vous lire un texte plaqué sur vos questions, qui répondra partiellement à ce sur quoi vous souhaitiez m'interroger. Donc je me propose de prendre le risque de jouer totalement le jeu de votre colloque. Vous avez travaillé, vous vous êtes interrogé, vous m'interpellez, donc je vais répondre. Bon. Vous avez raison d'applaudir maintenant parce qu'après, je ne suis pas sûr que ça va pouvoir continuer. Bon. N'y voyez pas d'ailleurs la raison pour laquelle je ne lis pas le discours, mais en même temps, vous comprendrez très bien que moi, je ne sois pas désireux de tenir un discours différent selon mes interlocuteurs, parce que la parole publique est crédible lorsque celui qui la porte tient le même discours devant tous les publics, y compris lorsqu'il a le sentiment que le discours qu'il peut tenir devant certains publics a vocation à être moins bien reçu que devant d'autres. Mais j'estime que la force du discours public, c'est d'être le même, quels que soient les interlocuteurs. Donc je vais vous dire, aujourd'hui, en avance de phase, un certain nombre de choses que je dirai devant la représentation nationale la semaine prochaine, lorsque nous présenterons le texte avec Pierre Moscovici et Christiane Taubira relative à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance financière. Et puis je pense aussi qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous m'avez interpellé, qui sont des sujets sur lesquels j'avais la même approche que la vôtre il y a 2 mois et demi avant de devenir ministre du Budget, et sur lesquels, regardant les choses de près, et notamment regardant un certain nombre de choses de près auxquelles je n'avais pas accès avant d'être ministre du Budget parce qu'elles sont couvertes par le secret fiscal, et comme elles sont couvertes par le secret fiscal, je ne pourrais pas vous en parler. C'est là toute la difficulté du ministère du Budget, du ministre du Budget, c'est qu'il ne peut pas parler de ce qu'il sait et dont tous les autres parlent sans nécessairement savoir autant que ce que le ministre du Budget sait. Donc c'est un vrai sujet. Parce que le secret fiscal, pour moi, est quelque chose d'important. Il est une garantie que le contradictoire dans la relation entre le citoyen contribuable et l'administration pourra se faire dans des conditions qui préserveront un certain nombre d'éléments qui renvoient aux libertés publiques, au respect de l'autre. Donc je tiens au secret fiscal. Il a sa contrepartie, qui est que le ministre du Budget ne peut pas parler de tout, mais comme vous allez vous en rendre compte, je vais quand même vous parler de beaucoup de choses en répondant à toutes vos interpellations. Alors, premièrement, vous me dites que 2013 est une année exceptionnelle. Il y a une indignation face à l'évasion fiscale, il y a des populations pauvres qui sont pillées par l'évasion fiscale, il y a des efforts à faire pour redresser nos comptes publics. L'évasion fiscale représente des sommes considérables. Et au moment où nous appelons les citoyens de l'Europe à un effort de redressement, savoir que certains s'affranchissent de leur devoir de contribuables en laissant ceux qui sont parfois parmi les plus modestes remplir leur rôle de contribuable pour faire en sorte qu'il y ait des services publics qui fonctionnent et une protection sociale qui demeure, tout cela interpelle et appelle des réponses. Le premier point sur lequel je voudrais vous insister, c'est que pour moi l'impôt, c'est noble. S'il n'y a pas d'impôt dans une société, il n'y a pas de service public qu'on finance. Il n'y a pas de protection sociale qu'on assure. Et je n'ai jamais accompagné, je ne sais pas ce qu'ont dit les autres orateurs à cette tribune, ces formes de révolte fiscale qui renvoient au populisme dans sa forme chimiquement la plus pure et qui sont une manière finalement de repousser la solidarité, le lien social en disant nous n'avons rien à faire ensemble qui puisse justifier qu'on décide de payer ensemble des choses. Et même si comme ministre du Budget, il m'arrive de considérer parfois que les hauts taux peuvent tuer les totaux, c'est-à-dire que trop d'impôts peut finir par tarir le produit fiscal, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'impôt est systématiquement suspect, qu'il doit être combattu et qu'il puisse y avoir de la solidarité des services publics. Les services publics et la protection sociale sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien, et le patrimoine de ceux qui n'ont rien est garanti par l'impôt. La fraude fiscale représente des chiffres considérables. On s'estime à 1 000 milliards d'euros en Europe, ça n'est pas rien. Vous vous rendez compte de ce que nous pourrions faire en termes d'accompagnement de la transition énergétique, d'aide au développement,
de développement des transports de demain si nous étions en situation de mobiliser ces sommes qui échappent à l'impôt. Et en France, un certain nombre d'organisations syndicales de ma maison, avec lesquelles je discute, considèrent que la fraude fiscale conduirait entre 60 et 70 milliards d'euros à échapper à l'impôt. Donc c'est un sujet très important que celui de la lutte contre la fraude fiscale. Il a une déclinaison européenne et il a une déclinaison nationale. Vous m'avez interrogé sur les 2 points, en me précisant bien, si j'ai bien compris votre propos et celui de Madame la députée Vassas tout à l'heure, que ce qui doit se faire au plan européen ne doit pas être pour nous une occasion de nous dédouaner de ce que nous devons faire au plan national. Je veux donc traiter des 2 questions. Que voulons-nous faire au plan européen ? Que voulons-nous faire au plan national ? Que sommes-nous prêts à faire au plan national qui permettrait d'aller plus loin au plan européen ? J'ai bien compris ce que vous avez dit sur un FATCA français qui serait un signal qu'on enverrait pour faire éventuellement un FATCA européen. Au plan européen, nous avons un agenda très clair, très simple. Je veux le préciser. D'abord, nous considérons que les conventions automatiques d'échange d'informations doivent être généralisées au sein de l'Union. J'étais il y a de cela quelques mois ministre des Affaires européennes et dans les dernières semaines de ce ministère, je m'étais rendu à plusieurs reprises en Autriche et j'avais eu quelques contacts avec les autorités luxembourgeoises pour indiquer qu'il était absolument absurde au moment où nous négocions la directive épargne et la 4e directive blanchiment de ne pas créer les conditions de conventions harmonisées, c'est-à-dire identiques, entre l'ensemble des pays de l'Union européenne permettant l'échange automatique d'informations. Il faut non seulement que ces conventions existent, mais qu'elles soient les mêmes et qu'elles garantissent l'automaticité de l'échange d'informations entre les pays de l'Union européenne. C'est fondamental. Un certain nombre de pays conditionnent la signature de ces conventions à l'intérieur de l'Union européenne à la capacité de l'Union européenne de signer de telles conventions avec des pays tiers parfois limitrophes, sous prétexte qu'en l'absence de ces conventions avec des pays tiers limitrophes, nous engendrerions des distorsions de concurrence entre les pays de l'Union et les pays limitrophes qui pourraient être préjudiciables aux pays de l'Union. Moi, je suis très ouvert au concept de distorsion de concurrence lorsqu'il s'agit du commerce de l'industrie, du commerce des services, du commerce des biens, mais dès lors qu'il s'agit du commerce que l'on tire de la fraude, la distorsion de concurrence de surcroît au sein du continent européen me paraît être une notion difficilement convocable. Donc j'ai souvent dit à mes interlocuteurs que j'avais quelques difficultés à accéder au raisonnement. Les choses ont beaucoup progressé, les digues cèdent peu à peu, et je suis convaincu que si nous continuons avec un certain nombre de partenaires européens à mener de façon déterminée, volontaire, le combat pour les conventions automatiques d'échange d'informations, nous finirons par faire en sorte qu'en Europe, le marché intérieur signifie aussi que sur ces sujets-là, nous avons été capables d'harmoniser et d'aller au bout de la transparence. C'est un combat que nous devons mener, la France, avec nos partenaires, et le président de la République, comme Pierre Moscovici, ont dit leur détermination à aller au bout de ce combat. Ça ne suffira pas. Il faut que nous parvenions à créer les conditions de la mobilisation d'autres instruments. J'en vois 2, au moins 2. Le premier instrument, c'est la mise en place d'une liste des territoires et États non coopératifs européens. Je pense que l'Europe s'enorgueillirait et serait plus forte d'elle-même, de ce que sont d'ailleurs les valeurs portées par les pères fondateurs de l'Union européenne, si l'Europe était capable d'apparaître dans la mondialisation comme le continent qui ne joue pas avec les paradis fiscaux, qui ne fait pas des paradis fiscaux un instrument de transfert de bénéfices ou d'organisation d'une économie parallèle qui serait une espèce de back-office caché de l'économie réelle. Il y a là un combat très important à mener. Et ce combat aurait beaucoup plus de force si les
28 pays de l'Union européenne, à partir du 1er juillet, étaient capables de sortir une liste ETNC qui témoigne de cette volonté. C'est aussi un combat que nous mènerons. C'est une deuxième frontière. Puis un troisième sujet sont les conventions de type FATCA. Ça rejoint d'ailleurs la question des conventions automatiques d'échange d'informations, parce qu'il est quand même étrange qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne aient signé des conventions de type FATCA avec les États-Unis, par lesquelles ces pays acceptent, par le truchement de ces conventions de type FATCA, de donner aux États-Unis des informations qu'ils refusent de donner à leurs propres amis de l'Union européenne. De ce point de vue-là, les États-Unis nous ont aidés en mettant en place cette législation. Parce que nous pouvons, par l'invocation de cette législation en Europe, donner mauvaise conscience à ceux qui refusent de signer avec nous, Européens, alors qu'ils sont eux-mêmes Européens, des conventions qu'ils ont accepté de signer avec d'autres. Il y a là le ferment d'une évolution qu'on utilise totalement. La question que vous posez est la suivante. Faut-il signer des conventions FATCA françaises dans l'attente que des conventions FATCA européennes soient signées? La question fondamentale qui se pose est celle de l'efficacité de ce que nous faisons. Je pense que seul est efficace pour garantir l'échange automatique d'informations et la lutte contre la fraude fiscale une convention de type FATCA européenne, négociée par la Commission. Faut-il attendre qu'elle soit mise en œuvre pour agir nous-mêmes si les choses ne font pas assez vite? Non. Je pense que tout ce que nous pouvons faire en France, et que vous m'avez suggéré, qui conduirait à montrer que nous sommes en avant-garde, peut être utile. L'efficacité d'ailleurs d'une telle démarche serait l'efficacité d'une démarche servant d'aiguillon à l'Europe, continuant à lui donner mauvaise conscience lorsqu'elle ne va pas au rythme auquel nous souhaitons aller. Je dois l'honnêteté de vous dire, parce que c'est ma conviction, donc on n'est pas là nécessairement pour se dire des choses qu'on a envie d'entendre les uns les autres, que je ne suis pas sûr que ce serait aussi efficace qu'une convention FATCA européenne pour aboutir à un niveau d'échange d'informations permettant une lutte totalement efficiente contre la fraude fiscale. Si je peux juste me permettre, la proposition, c'est pas de mettre en place une convention au niveau européen, c'est de créer un dispositif équivalent à celui des États-Unis, avec une obligation qui repose sur l'ensemble des institutions financières internationales pour transmettre automatiquement ces informations, pour accélérer le mouvement de signature d'accords d'échange automatique d'informations. Ça, je comprends ce raisonnement-là. J'ai juste une petite réserve par rapport à ce raisonnement-là. C'est que je pense que la bonne démarche pour être tellement efficient et efficace, c'est d'arriver à obtenir la convention d'échange automatique d'informations au sein de l'Union européenne partagée par tous les pays de l'Union, que mandat soit donné à la Commission européenne de négocier des conventions de type FATCA avec les pays tiers, de manière à ce que nous soyons garantis d'avoir la totalité des dispositifs efficaces entre les mains, et que l'Union européenne, mandatée après avoir signé des conventions automatiques d'information entre tous ses membres, de façon multilatérale, serait plus forte pour négocier des conventions de type FATCA avec des pays tiers que la France ne le serait seule. Ce qui ne veut pas dire que la France ne peut pas prendre des initiatives. Vous voyez, je cherche toujours, parce que ce qui compte, c'est l'efficacité, à rechercher le chemin le plus efficace pour aller au bout de la lutte contre la fraude fiscale, de la lutte contre les paradis fiscaux. Et je pense qu'il ne faut pas opposer une démarche à une autre. Ces deux démarches s'inscrivent dans des temporalités différentes, mais ce que nous privilégions, et ça Pierre Moscovici l'a exprimé à plusieurs reprises, c'est conventions automatiques d'échange d'informations entre tous les pays de l'Union européenne, de telle sorte à ce que l'Europe, forte d'elle-même, puisse avoir mandat d'aller négocier des conventions de type FATCA avec des pays tiers. Voilà ce que je voulais dire concernant ce sujet. Vous m'interrogez ensuite sur une autre question qui est celle de ce que vous appelez le monopole de Bercy, ou encore appelé le verrou de Bercy. Bon. Alors le monopole, c'est quand on est gentil, et le verrou, c'est quand on est suspicieux. Mais dans les deux cas, on voit quelle est la pente. Bon. Sur ce sujet, je veux là aussi répondre de façon extrêmement précise.
Ce qui compte pour moi, et d'ailleurs c'est ce qui a présidé à notre discussion avec le garde des Sceaux lorsque nous avons travaillé à l'élaboration du dispositif législatif qui va être présenté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas d'opposer l'administration de la justice à l'administration de Bercy lorsqu'il s'agit de lutter contre la fraude. Parce que si tel était le résultat de la remise en cause du monopole, alors nous aurions donné un espace aux fraudeurs dont ils n'ont pas besoin pour s'engouffrer dans les interstices d'éventuels conflits entre les administrations pour faire prospérer leurs propres affaires dont vous avez compris qu'elles ne sont pas les nôtres. Donc ce qui compte pour nous, c'est extrêmement simple, et ça va me conduire à développer ce que nous avons mis en œuvre dans le projet de loi, c'est que Bercy, qui a un haut niveau d'expertise en termes de montage fiscaux complexes, de connaissance du droit fiscal, un certain retour d'expérience, parce que nous avons quand même rencontré depuis quelques décennies quelques fraudeurs ayant dans la Manche bien des moyens de contourner le droit ou d'essayer de le faire, pour que nous soyons armés pour conduire les expertises les plus fines lorsque les montages sont les plus sophistiqués. Donc ce qui compte pour moi, encore une fois, et pour nous, c'est que l'administration fiscale puisse identifier et sanctionner, et que la justice puisse également faire de même. Comment les choses peuvent-elles s'organiser? D'abord, lorsque l'administration fiscale est en face de fraudeurs, l'amende ou la sanction financière qu'elle impose aux fraudeurs a en droit valeur de sanction pénale. Il n'y a pas d'un côté l'administration fiscale qui s'arrange avec le contribuable et de l'autre la justice qui sanctionne à travers la peine. Quand l'administration fiscale, après avoir constaté la fraude, applique des amendes, l'amende peut être d'un niveau extraordinairement élevé. Quand on regarde la moyenne des amendes sur les cas de fraude les plus significatifs, nous constatons que le niveau des amendes est très important, et ces amendes ont valeur, encore une fois, de sanction pénale. Je veux dire à votre Assemblée qu'entre 2011 et 2012, le nombre de droits et pénalités à recouvrer émises par l'administration fiscale au terme d'une action plus volontaire de lutte contre la fraude fiscale a augmenté de 2 milliards. Nous sommes passés de 16 milliards à 18 milliards. La peine la plus élevée appliquée par l'administration fiscale à un contribuable ayant enfreint ses obligations de contribuable doit être de 68 millions d'euros. 68 millions d'euros. Ces peines financières ont valeur de peine au sens pénal du terme. Ce qui compte, c'est que les conditions dans lesquelles ces peines en forme d'amende sont appliquées par l'administration fiscale au terme de ces contrôles puissent faire devant la représentation nationale qui vote l'impôt, en toute transparence, les conditions d'un reporting qui garantissent qu'il n'y a pas de décalage entre le droit fiscal voté par la représentation nationale et son application par l'administration qui est en charge d'en sanctionner les manquements. Je pense qu'il y aurait là un progrès considérable dont on se rendrait compte d'ailleurs qu'il conduit l'administration fiscale avec un haut niveau de professionnalisme. Je ne dis pas ça parce que c'est l'administration à la tête de laquelle je me trouve, mais parce que c'est le cas, à identifier la fraude et à la sanctionner. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que la commission des infractions fiscales, qui est le sas entre l'administration fiscale et la justice, lorsqu'on décide d'envoyer vers la justice un certain nombre de dossiers qui ont vocation à être poursuivis par le juge. Dans le cadre du débat, nous proposons avec les parlementaires, je salue d'ailleurs la présence de Sandrine Mastier, qui est rapporteure pour avis du texte, Yann Galu
le rapporteur du texte travaille également en très étroite liaison avec nous, et les groupes et parlementaires qui sont investis dans ce texte, notamment ceux de la majorité, font un travail important pour que ce texte ait toute la portée qu'on souhaite lui donner. Moi, je suis très favorable à ce que cette commission des infractions fiscales, qui est une commission qui a été parfois jugée comme opaque dans ses fonctionnements, dont la composition a pu faire l'objet d'interrogations, puisse là aussi être revue éventuellement dans sa composition, et qu'elle puisse rendre compte devant le Parlement des conditions dans lesquelles elle instruit les dossiers qui lui sont transmis et les transmet au juge. Il y aurait là la garantie de la transparence de ce que fait l'administration fiscale et de ce que fait la commission des infractions fiscales. Et puis ensuite, nous donnons des moyens considérables à la police d'enquête fiscale, dont les moyens vont être renforcés dans le cadre du projet de loi, pour toutes les investigations relatives à la grande fraude fiscale et à la grande délinquance financière, pour que nous puissions être garantis face aux fraudeurs que l'amende qui lui sera appliquée sera à la hauteur de l'infraction commise et que le juge pourra disposer, à travers la mobilisation de cette police d'enquête fiscale, de tous les moyens qui lui permettront d'aller au bout de ces investigations. La création du parquet spécialisé permettra aussi une meilleure articulation entre l'administration de la justice et l'administration fiscale. Et le pari que nous avons fait avec Christiane Taubira, ce n'est pas de remettre en cause ce qui marche, c'est-à-dire la capacité de l'administration fiscale à sanctionner, à établir la peine lorsque l'infraction est constatée. Ce dont par ailleurs, je le dis aussi comme ministre du Budget, nous avons besoin pour faire rentrer des rentrées fiscales, parce que c'est quand même paradoxal de dire nous voulons lutter contre la fraude fiscale pour faire en sorte que ceux qui ne paient pas l'impôt s'en acquittent, et se priver du moyen de leur faire acquitter l'impôt rapidement lorsque la fraude est constatée, en laissant les contribuables qui, eux, assument leur devoir de contribuable, assumer seuls la charge de l'impôt. Et ce qu'il faut en revanche, et je le comprends, c'est être garanti que lorsque les dossiers sont transmis au juge, le juge est en situation de poursuivre et que les critères à partir desquels ces dossiers sont transmis sont transparents. D'où la transparence faite sur les critères de fonctionnement de la commission des infractions fiscales devant le Parlement, ce qui n'est pas possible lorsqu'il s'agit du juge en raison de la séparation des pouvoirs, et la possibilité aussi de donner des moyens supplémentaires au juge lorsqu'il investigue, police d'enquête fiscale, qui aura des moyens très importants pour la fraude fiscale en bande organisée, pour le blanchiment de fraude fiscale. Le juge est d'ailleurs déjà la possibilité, depuis la décision de la Cour de cassation arrêt Talmont, de poursuivre lui-même pour blanchiment de fraude fiscale. Donc nous avons là des choses qui s'articulent, qui n'existaient pas auparavant, qui n'étaient pas dans la culture des deux administrations, qui vont travailler ensemble. Et je pense qu'il était beaucoup plus intéressant de créer les conditions de cette articulation plutôt que de poser les administrations les unes aux autres. Et je pense que les conditions dans lesquelles le Parlement pourra exercer son contrôle et sur l'activité de l'administration fiscale et sur l'activité de la CIF, pour ce qui concerne les juges, leurs jugements sont rendus publics, ils ont force de loi. Donc nous aurons la transparence totale sur ces questions. Et le Parlement pourra faire ses recommandations et dire la manière dont les choses se passeront. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le verrou de Bercy. Je pense que c'est un faux débat, que vous trouverez toujours des gens qui vous diront « mais tel juge n'a pas fait telle chose à tel endroit ». Il y a tel juge qui a été informé à tel ou tel moment d'infraction qu'il n'a pas pénalisé suffisamment au moment où il a pris son jugement. Et vous trouverez toujours des acteurs qui diront à tel ou tel moment l'administration. Non, ce qui compte, c'est que l'on puisse rendre compte des conditions dans lesquelles le droit s'applique lorsqu'il a été voté par la représentation nationale et que l'administration fiscale et les juges judiciaires puissent articuler leurs actions. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur des sujets sur lesquels vous m'avez interpellé, qui sont très importants et qui concernent les entreprises, les trusts, les paradis fiscaux. Et je conclurai par cela parce que je ne voudrais pas être plus long que je ne l'aurais été si j'avais lu mon discours. D'abord, nous avons beaucoup progressé à travers la loi bancaire présentée par le ministre de l'économie et des finances devant le Parlement. Désormais, les banques doivent rendre compte de tous les mouvements de capitaux suspects qu'elles constatent en informant le service spécialisé qu'est Tracfin.
Ça n'existait pas. Elles doivent rendre compte du fonctionnement de leurs filiales à l'étranger. Et dans le détail, cela n'existait pas. Nous avons, dans la loi de finances rectificative pour 2012, pris des dispositions par lesquelles les entreprises doivent expliquer les raisons pour lesquelles elles ont transféré leurs bénéfices à l'étranger dans des conditions parfois d'opacité réelle, alors que jusqu'à présent, lorsque l'administration avait un doute sur les raisons de ce transfert, elle devait elle-même apporter la preuve que ce transfert était douteux. Là maintenant, c'est l'entreprise qui doit expliquer les raisons pour lesquelles ce transfert s'est opéré. Lorsque des comptes sont identifiés à l'étranger, sur lesquels des sommes ont été placées, dont la traçabilité n'est pas susceptible d'être rétablie, nous avons une possibilité de taxer d'office à 60% les montants déposés sur ces comptes. Cette législation n'existait pas auparavant. Et dans le dispositif législatif que nous allons en prendre désormais, nous allons pouvoir saisir, y compris les biens des personnes morales et y compris l'assurance vie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, dès lors que des fraudes ont été constatées, engageant des personnes physiques ou morales, détenant ces actifs qui jusqu'à présent étaient insusceptibles d'être saisis. C'est un progrès considérable de la loi que nous soumettons à la délibération du Parlement. L'obligation de déclaration des entreprises, je crois que je parle sous le contrôle de là pour le coup de mes collaborateurs, je ne veux pas dire des choses imprécises. L'obligation de déclaration des activités des entreprises, cette transparence dont vous parliez tout à l'heure, elle a été inscrite dans la loi bancaire sous réserve d'une harmonisation européenne. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien entendu que nous allions vers cela, et qu'il est bon que la loi inclue cette disposition, mais qu'il n'est pas bon, en revanche, et c'est peut-être un point de désaccord entre nous, que les entreprises françaises y soient seules soumises à cette obligation si les autres ne le sont pas. Alors il y a un biais qui pourrait être un progrès, qui consisterait à dire « faisons en sorte qu'en France, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, ou dans d'autres pays occidentaux, les entreprises françaises rendent compte devant l'administration fiscale de la totalité des activités auxquelles elles sont, qui sont les leurs et qui peuvent les conduire à avoir des filiales à l'étranger. L'administration fiscale est tout à fait légitime à connaître de cela et à le savoir. Mais je ne suis pas favorable, pour ma part, à ce que l'on mette en place cette obligation en France, seule, exposant nos entreprises seules à, pour le coup, des risques là de concurrence et de distorsion de concurrence avec les entreprises autres de l'Union européenne qui ne seraient pas soumises à cette obligation, parce que là, sous prétexte d'être en avant-garde, nous exposerions nos propres entreprises et nos propres industries à des risques de distorsion de concurrence qui seraient très préjudiciables dans la mondialisation où la concurrence est très dure et très violente. C'est un point de désaccord entre nous sans doute, mais comme je ne suis pas de nature, encore une fois, à dire des choses que je ne pense pas, même si je sais que vous êtes susceptible de ne pas penser comme moi, je préfère vous dire ce que je pense, plutôt que de vous faire plaisir en vous disant des choses contraires à celles que je peux dire ailleurs. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Monsieur le Ministre, excusez-moi. Tout simplement. Mais tout simplement parce que il n'y a pas de raison que les entreprises françaises rendent compte de la totalité de leurs activités dans un monde extrêmement concurrentiel où la connaissance de ces éléments par d'autres entreprises pourrait conduire ces autres entreprises qui, elles, ne mettraient pas à la disposition des entreprises françaises ces éléments, à pouvoir prendre des initiatives qui leur donneraient un avantage comparatif. Tout simplement. Quand vous savez où vos concurrents sont, dans quelles conditions ils y sont et pourquoi ils y sont, vous disposez d'informations, ça s'appelle l'intelligence économique, dont d'autres ne disposent pas et qui permettent à ces groupes de pouvoir adapter leur stratégie, de savoir quelles sont les marges, de savoir quelles sont les orientations stratégiques de telles ou telles entreprises. Moi, je suis assez favorable à cette transparence, je suis même très favorable à condition qu'elle soit une règle s'appliquant à tous. Je ne suis pas favorable à ce qu'on impose des obligations de transparence en France qui ne s'imposeraient pas à toutes
les autres entreprises européennes. Nous sommes dans un marché intérieur. L'Europe est un marché intérieur. Ce n'est pas simplement un ensemble d'institutions. L'Europe n'est pas simplement un projet politique. Elle est aussi un marché intérieur. Dans ce marché intérieur, la concurrence est parfois dure. Et autant je pense que nous pouvons renforcer fortement les outils de contrôle fiscal et que le fisc peut avoir accès à un certain nombre d'informations, autant je pense que nous devons pousser au sein de l'Union européenne cette obligation de transparence à laquelle vous tenez, et par conséquent l'appliquer à nos propres industries et entreprises dès lors que cela s'appliquerait aux autres, mais que nous ne pouvons pas, sans prendre de risque de voir nos entreprises en subir les conséquences, donner à d'autres des informations dont nos entreprises ne disposeraient pas pour elles-mêmes. Voilà quelle est l'argumentation. Ce n'est pas du tout un refus de transparence, ce n'est pas du tout une position pusillanime, c'est simplement une forme de réalisme face à ce qu'est l'économie aujourd'hui, qui doit nous conduire non pas à l'accepter telle qu'elle est, mais à faire en sorte qu'elle évolue partout en Europe de la même manière pour éviter que nos entreprises subissent seules les conséquences de ce que nous voulons pour tous les autres et pour nous-mêmes. Voilà quelle est la position que j'ai sur ce sujet. J'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé. J'espère ne pas vous avoir totalement désespéré et assommé. Ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est la détermination absolue qui est la nôtre et la mienne dans mes fonctions nouvelles de lutter de façon très forte contre la fraude fiscale en nous appuyant sur la détermination du Parlement et de la société civile. Ce que nous faisons en termes de renforcement des moyens des administrations de Bercy et de la justice, ce que nous faisons au plan européen, ce que nous faisons à travers la création du parquet spécialisé, ce que nous faisons à travers la création de nouvelles peines venant sanctionner plus durement les comportements de ceux qui ont utilisé les sociétés écrans, qui ont utilisé des comptes à l'étranger, ce que nous voulons faire également en matière de lutte contre les transferts de bénéfices. Ça nous a conduit d'ailleurs à prendre des dispositions fiscales l'an dernier, parce qu'un certain nombre d'entreprises transféraient leurs bénéfices dans leurs filiales à l'étranger et transféraient leurs charges en France à travers l'exonération des charges financières dont elles bénéficiaient. Nous avons pris des dispositions en loi de finances pour arrêter ceci. Ce combat va se poursuivre. Nous allons le mener avec beaucoup de détermination. Je pense que les débats parlementaires qui auront lieu à partir de la semaine prochaine témoigneront de cette détermination. J'ai eu, au cours des dernières années, au Parlement, à me battre sur des sujets extraordinairement compliqués, difficiles, sur lesquels bien des intérêts étaient en jeu, et où beaucoup de souffrances avaient été accumulées. Je pense à l'attentat de Karachi, où j'ai mené une bataille parlementaire extrêmement difficile, dans des conditions où l'opacité était totale. Des combats, nous en avons mené beaucoup, nous en mènerons d'autres. Celui-là, nous le mènerons. Et nous le mènerons avec cette exigence de rigueur et de vérité que j'ai essayé de restituer dans mon propos sans complaisance à l'égard des fraudeurs et sans complaisance à l'égard de ce que je peux penser moi-même, parce que cette vérité, nous vous la devons. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de répondre précisément à toutes les questions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent un peu en suspens, notamment sur le débat sur le verrou ou le monopole de Bercy, parce qu'il n'y a pas seulement pour nous un enjeu de publicité des critères d'évaluation des dossiers, mais aussi de transparence de la sanction et de transparence de ce qui des peines et des sanctions qui sont effectivement appliquées. Et sur la transparence pays par pays, la leçon qu'on retient, nous, de la séquence sur la loi bancaire, c'est que le ministre Moscovici ne voulait pas inscrire déjà 2 informations dans la loi française au risque de devoir prendre une mesure unilatérale et de ne pas être suivi par les Européens, mais ça a marché. On a commencé avec 2 informations et 10 jours après, les Européens nous ont suivis. Donc en tout cas, sachez qu'on travaille beaucoup avec nos collègues européens pour qu'ils soient prêts à nous suivre si la France avance sur ce sujet-là, et la piste des marchés publics et des aides publiques restera pour
pour nous une piste importante. Enfin, je voulais dire qu'avec tous les parlementaires avec lesquels on travaille, en général, ils conviennent que tout ne s'arrête pas à ce projet de loi et que le combat et cette bataille n'est pas terminée. Donc, en tout cas, vous continuerez à nous voir et à nous entendre, et peut-être à l'année prochaine pour faire le point. Merci beaucoup.